Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Si je vous dis que nous sommes à Port-Saïd le 17 novembre 1869, évidemment vous allez savoir de quoi je parle. 6000 invités sont arrivés du monde entier. On a créé pour les recevoir des hangars, des espèces de gigantesques praticables où se pressent quelques 600 personnes à chaque fois. Ils ont été construits très rapidement. Il y a des centaines de cuisiniers, 500 dit-on, qui s'activent à préparer des menus grandioses. Énormément de domestiques sont arrivés de Trieste, de Gênes, de Livourne, de Marseille pour accueillir tout ce monde. Et au premier rang d'entre eux, l'empereur d'Autriche, le prince héritier de Prusse, le prince et la princesse des Pays-Bas, le futur roi des Belges Léopold II, et puis, bien sûr, l'impératrice Eugénie, qui est en quelque sorte la plus brillante des invitées. 2 estrades ont été dressées pour accueillir prières et actions de grâce des clergés musulmans et chrétiens qui vont pour l'occasion officier côte à côte. Les autorités égyptiennes ont commandé Aïda à Verdi, vous savez bien. Tout ça est un moment extraordinaire. Intéressant de se dire qu'on est en 1869, à quelques semaines, en tout cas quelques mois, de la chute du Second Empire. Le public est ébahi par le défilé sur le canal. 130 bâtiments, dont 50 navires de guerre de tous les pays sont là, qui défilent à la file indienne, décorés. Ils empruntent cette nouvelle voie navigable qui est en train de tout révolutionner, puisque désormais, on va pouvoir passer assez rapidement de la Méditerranée à l'océan Indien sans avoir à aller faire le grand tour de l'Afrique. Vous imaginez? Extraordinaire cette histoire. C'est un jour de gloire et qu'il faut mettre à l'actif d'un Français que rien au départ ne destinait à mettre en œuvre une telle entreprise. Cet homme, bien sûr, c'est Ferdinand de Lesseps. Sébastien Berthaud, son premier biographe, décrit cette épopée, je cite, comme « la lutte de 10 ans qu'un noble enfant de France a soutenue avec une énergie chaque jour croissante et avec un triomphe final contre les puissances considérées alors comme invincibles ». Oui, Lesseps jubile ce 17 novembre 1869, il dira « Logiquement, j'avais tort, mais les faits ont prouvé que j'avais raison ». Il a le mérite de n'avoir jamais renoncé, Lesseps. Il est une sorte d'incarnation de la persévérance. Il faut vous dire qu'il ne partait pas tout à fait de rien. L'aventure de Suez, en réalité, puisait ses sources dans une histoire millénaire. Il y avait même eu un début de réalisation de canal à l'époque de l'Antiquité. C'est avec Bonaparte que tout s'était accéléré. La campagne d'Égypte a rallumé l'espoir de relier la Méditerranée à la mer Rouge. Le Directoire a même chargé Bonaparte d'étudier la question très concrètement, après qu'il a découvert des vestiges d'ouvrages anciens qui avaient été recouverts par les sables, mais dont on prouvait qu'ils étaient donc le début d'un creusement de canal. Le général a chargé de l'affaire un ingénieur, Jacques-Marie Lepère, avec son frère Gratien. Ils ont fait un rapport extrêmement précis sur la faisabilité d'un tel projet. L'étude a conclu à une différence de niveau de près de 10 mètres entre la mer Rouge, qui est un peu plus élevée, et la mer Méditerranée. De quoi décourager les promoteurs du projet, mais ça c'était une erreur de jugement, puisqu'en vérité, bien sûr, que les 2 mers étaient quasiment au même niveau. Il y a une nouvelle étude qui a été réalisée en 1847 par un topographe qui s'appelle Paul-Adrien Bourdaloue et qui montre à quel point le projet était réellement faisable. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il faut revenir aux années 1830. Il y a un courant de pensée à l'époque très en vogue, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler ici même, c'est le saint-simonisme qui considère que tout est dans la technique, le progrès, l'expertise et que tout ça doit permettre le renforcement des droits humains. Ce mouvement saint-simonien a tellement d'ampleur à l'époque que ça forme quasiment une sorte de nouvelle église, une sorte de secte si vous voulez, dont le chef de file s'appelle Barthélemy Prosper, enfantin. J'ai eu l'occasion de vous parler de cet enfantin, personnage haut en couleur qui a pour obsession le projet de canal justement. Et à ses yeux, ce canal permettrait de réunir Orient et Occident, de faire en quelque sorte la vieille synthèse comme on disait.
Il a assez mauvaise réputation. Ses frasques avec les femmes égyptiennes ont heurté la sensibilité du régime en place. Il a été contraint, enfantin, de quitter l'Égypte. Mais quoi qu'il en soit, il a esquissé un projet sérieux, tellement sérieux qu'il attire l'attention de ce jeune Ferdinand de Lesseps. Pour la première fois, on va envisager non pas une voie fluviale entre le Nil et les lacs amers, mais carrément un canal linéaire qui relierait la Méditerranée à la mer Rouge. Ferdinand de Lesseps, quand il commence à s'intéresser sérieusement à l'affaire à 50 ans, il reprend bien sûr les projets qui ont été faits par Enfantin, par l'extravagant Saint-Simonien. Il n'est pas ingénieur, il faut le préciser, il n'a jamais bâti quoi que ce soit. Il est diplomate, lui, comme son père. Il vient d'être nommé consul au Caire, simplement. Et disons qu'en Égypte, il est quasiment chez lui. Il s'est accoutumé aux mœurs locales, il s'habille un peu à l'égyptienne, on apprécie sa compagnie, et il se trouve qu'en plus, il est excellent cavalier, ce qui, dans la civilisation arabe du Caire, est extrêmement bien vu. On loue ses qualités humaines et on sait que par exemple au moment où il y a une épidémie de peste qui a décimé un tiers des habitants d'Alexandrie, il a transformé sa grande résidence en hôpital, ce qui d'ailleurs lui a valu la Légion d'honneur. Bref, il est resté 7 ans en Égypte avant d'être nommé consul à Barcelone en 42. Quand la monarchie de Juillet s'est effondrée au début de 48, il a été nommé à Madrid, ensuite à Berne en Suisse, bien sûr. Lesseps s'est ennuyé là-bas. Il a été envoyé à Rome pour mener une mission d'apaisement diplomatique quand le Vatican est menacé par une insurrection. Vous savez, c'est la grande époque de l'insurrection de Mazzini, le prince-président. Donc Louis-Napoléon Bonaparte, celui qui bientôt sera l'empereur Napoléon III, envoie le général Oudinot faire le siège de la ville pour protéger le pape, ce qui est assez étonnant quand on sait quelles étaient les anciennes appartenances de Louis-Napoléon Bonaparte, mais je n'entre pas dans ces détails. Toujours est-il que Lesseps, dans un premier temps, réussit à apaiser les tensions. Seulement Oudinot rejette la trêve en reprenant le siège de la ville sainte. Et pour Lesseps, il s'agit, disons-le, d'un désaveu. Il en tire les conséquences, il en tire les conclusions. Il va donner sa démission du corps diplomatique. Ça veut dire que c'est 28 ans de carrière diplomatique qui s'arrêtent à ce moment-là. Il se retire dans son domaine du Berry. Et voilà qu'en 1854... un nouveau sultan d'Égypte, un nouveau pacha, Mohamed Saïd Pacha, va bousculer son repos, dans un premier temps pour le meilleur, bien sûr, peut-être un peu plus tard aussi pour le pire. Si Mohamed Saïd Pacha est devenu vice-roi, parce que c'est son véritable titre, s'il est devenu vice-roi, c'est parce que son père est mort, le fameux Mehmet Ali, vous savez, un chef de guerre que la France connaît bien pour en avoir fait son allié face aux Mamelouks. Quand il était adolescent, le jeune Mohamed Saïd, il a pu compter sur la bienveillance de Lesseps. Il faut vous dire que son père l'avait soumis à toutes sortes d'épreuves sportives parce qu'il le trouvait trop gros, presque obèse. C'était de plus en plus difficile pour ce jeune homme qui, souvent, était affamé et trouvait refuge à la résidence du consul de France. Et Lesseps l'accueillait, lui servait en cachette des macaronis. Voilà comment est née leur amitié, voilà comment est né ce qui va faire basculer en quelque sorte l'équilibre géopolitique du monde. Extraordinaire cette histoire. Bien sûr que le nouveau vice-roi accueille Ferdinand de Lesseps à bras ouverts. Ils vont faire ensemble un périple dans le désert, au cours duquel Lesseps va confier au nouveau vice-roi ce projet de canal qu'il a eu le temps de mûrir d'année en année. Et Saïd Pacha est enthousiaste. Il demande un projet écrit. Lesseps repart le plus vite possible dans ses bureaux. Il produit le document demandé par le vice-roi. En fait, le document, il l'avait préparé depuis très longtemps. Toute la question était résumée en 1 page et demie, dira Lesseps. Bon, c'est exactement ce qu'il faut, ça, pour convaincre quelqu'un qui n'a pas ni l'envie ni le temps de se consacrer longuement à l'étude. Tout, à partir de là, va s'enchaîner. L'acte de concession qui est signé en quelques jours. On est le 30 novembre 1854 au moment de la signature. Mission d'exploration de 2 mois avec une grosse mobilisation, 60 chameaux, dont 25 seulement pour transporter l'eau. Tout ça est conduit par Lesseps, bien sûr, assisté de 3 ingénieurs, Mougel, Linan et Aivas.
Comme le rapporte Dominique Labarrière dans un ouvrage qui s'appelle « Épopée française », il retrace dans cet ouvrage le destin de Ferdinand de Lesseps, il nous dit que Ferdinand, parfois, doit faire preuve d'autorité vis-à-vis des populations locales. Il se met un jour dans la peau d'un cow-boy du Far West. Des habitants refusent de lui procurer de l'eau et des vivres. Et alors, il aligne 6 bouteilles de verre sur un muret. Il les explose l'une après l'autre, comme on voit dans les westerns. Et il explique ensuite aux villageois que si ils n'obéissent pas, c'est ce qui les attend. Ça marche évidemment à coup sûr. Quelque temps après, Lesseps réunit tout un aréopage d'ingénieurs qui arrivent de toute l'Europe. Il fait cette réunion en France. Tous les ingénieurs sont séduits, bien entendu. Vous imaginez, c'est exaltant de se lancer dans une affaire. Pareil, la délégation va donc prendre le chemin de l'Égypte et on lance les travaux préparatoires. Vous êtes, messieurs, les têtes couronnées de la science, leur dit Saïd Pacha, le nouveau vice-roi. Tout le monde est très content, bien sûr. Ferdinand de Lesseps doit encore convaincre le monde politique, ça c'est moins facile. Il va rédiger un ouvrage de vulgarisation pour doper la réputation de son entreprise et doit tenter de s'assurer aussi du soutien des Anglais. Ça c'est pas gagné, La perfide Albion regarde tout ça avec une certaine inquiétude. Les Anglais, en fait, ont peur que si les Français mènent un tel chantier, ça sape l'influence britannique au Moyen-Orient en général et en Égypte tout particulièrement. Bref, après pas mal de débats, le Parlement britannique finit par adhérer au projet. Il considère que cette nouvelle voie va servir la prospérité commerciale de la couronne, ne serait-ce que parce que ça va ouvrir vers les Indes une route tellement plus efficace. Et puis, il y a le poids de Napoléon III qui permet au projet d'avoir toute l'assise politique qu'on peut espérer. Il y a encore la question financière, me direz-vous. Alors, on a fait un premier devis, 162 millions de francs, qui a été réévalué à 200 millions. On parle de francs or de l'époque, des sommes absolument gigantesques. Lesseps se rapproche du banquier Rothschild pour organiser la levée de fonds. Seulement, les conditions qu'impose Rothschild sont un peu prohibitives et Lesseps décide de faire 100. À ce moment-là, le grand banquier va lui faire une fleur en lui ouvrant son carnet d'adresses et en lui permettant de se recommander de lui. C'est fondamental, ça, parce qu'évidemment, ça va délier les bourses. Opération qui est une très grande réussite, on va avoir des milliers de souscripteurs. Ça veut dire qu'il faut quand même une certaine confiance, parce que la technicité du projet est assez limite. On n'est pas tout à fait certain de pouvoir arriver à faire un canal pareil. On parle d'un canal linéaire, sans écluse. Alors évidemment, c'est peut-être plus facile à construire, mais ça veut dire que tout ça doit être percé dans le sable, une tranchée de 150 km de long qui doit faire 80 à 100 mètres de large, 8 mètres de profondeur au minimum, et puis la navigation à voile est presque exclue parce que dans un chenal aussi étroit, il est difficile et même il est impossible de tirer des bords, bien entendu. Alors, à cette époque, la marine à vapeur n'est que balbutiante. Il faut quand même avoir une sacrée foi dans le progrès technique pour se lancer dans un canal dont on sait qu'il ne sera destiné qu'à la vapeur. Bref, premier coup de pelle le 25 avril 1859, et là, plus rien ne va arrêter le chantier, avec des innovations tout à fait extraordinaires dans tous les domaines, de la puissance des machines à vapeur au réseau de communication par télégraphe, etc. On est à la pointe d'un progrès. On tente de bloquer Lesseps quand même, on va lui mettre des bâtons dans les roues. Les Anglais crient au scandale en estimant que le recours à une main-d'œuvre forcée s'apparente à de l'esclavage. Quand on sait ce que faisaient les Anglais par ailleurs, enfin bref, je n'entre pas dans cette controverse. Toujours est-il que la compagnie, à partir de 1863, se met à ne plus employer que de la main-d'œuvre volontaire, qu'elle soit locale ou étrangère d'ailleurs. 2 ans plus tard, il va y avoir le choléra qui va décimer les effectifs et qui d'ailleurs va faire passer Lesseps pour un barbare frappé d'une étrange malédiction. Le Français pensait finir les travaux dans l'année. Non, il va encore falloir attendre 4 ans avec des coûts qui explosent, une main-d'œuvre qu'il faut payer de plus en plus. Le Parlement autorise une nouvelle souscription par obligation à l'eau, ce qui va permettre de renflouer quand même les comptes d'une compagnie qui était quasiment au bord de la faillite. Vous voyez comme tout ça a été long.
Et puis ça y est, Lesseps y arrive. Ironie de l'histoire, quelques années plus tard, le successeur de Saïd Pacha, Ismail Pacha, sera contraint de céder à l'Angleterre ses actions pour une somme dérisoire, ce qui fait que le canal construit par un Français, entravé lors de son creusement par l'Angleterre, en 1875, se retrouvera financièrement totalement au contrôle de l'Angleterre. Le Philharmonic Orchestra, sous l'action d'Eric Rogers, interprétait quelques mesures de cette musique de Kettle Bay, intitulée Dans le pays mystérieux de l'Égypte. Franck Ferrand sur Radio Classique. On n'appelle plus désormais Ferdinand de Lesseps que le grand français. Il est devenu une sorte de gloire mondiale. Et fort de ce succès, il se dit qu'il va pouvoir s'attaquer maintenant à un autre grand projet, cette fois, et opérer la jonction entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. C'est le projet de Panama. Oh, c'est vieux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on parlait d'Hernán Cortés, je vous avais dit que Cortés s'était retrouvé à l'endroit précis où est creusé le canal de Panama. On en parle depuis très longtemps. La première forme de trait d'union, ça a été un chemin de fer que les Américains ont construit en 1855, mais Lesseps veut aller plus loin. J'ai fait Suez, je ferai Panama, dit-il. Et au début des années 1880, les droits d'une société civile internationale du canal transocéanique ont été rétrocédés avec l'aval du gouvernement colombien. Ce qui veut dire, entre parenthèses, qu'au moment où Lesseps se lance dans cette affaire de Panama, il a 75 ans. Hein. Et l'entreprise, alors là, est plus que semée d'embûches. C'est encore une autre affaire que Suez. Lesseps ne connaît pas d'abord toute cette région du monde. Il n'a pas eu le temps de s'habituer aux coutumes locales, comme il avait pu le faire en Égypte. Il ne mesure pas non plus la situation géopolitique avec des États-Unis qui veulent avoir le contrôle sur l'Amérique centrale. Et il va commettre une erreur impardonnable, c'est qu'il croit qu'il va bâtir un canal sur le même modèle que Suez, alors que là, la topographie est très différente avec des écluses indispensables. Ce qu'il comprend trop tard, et surtout le montage financier a été mal conçu dès le début. Au lieu de lever des fonds, comme il avait su le faire avec diplomatie dans l'Europe entière quand il s'agissait de bâtir, de creuser le canal de Suez, là, il se repose sur le système financier qui est devenu une espèce de machine spéculative. Le montant des fonds est établi à plus d'1 milliard de francs et sur cette somme, seulement 560 millions vont être effectivement utilisés pour les travaux, ce qui veut dire que tout le reste est englouti dans les frais d'émission, dans les intérêts de capitaux versés, dans les immobilisations. Vous voyez un petit peu la prévarication générale qui est en train de se mettre en place. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et il faut composer sur place avec une main-d'œuvre qui n'est pas aussi simple à soudoyer qu'en Égypte. Les travaux s'interrompent sans cesse à cause du paludisme. Il y a toutes sortes de fièvres, les crues également, les crues du Rio Chagres. Quand Lesseps se rend compte de la nécessité de construire des écluses, il s'adresse au grand maître des constructions métalliques de l'époque qui est Gustave Eiffel. Seulement, pour le faire venir, Eiffel, il faut rajouter un billet de 73 millions, ce qui veut dire que les souscriptions vont s'enchaîner tous les ans avec un dérapage financier évident entre ces années 1882 et 1888. Et Lesseps se souvient que les emprunts à l'eau avaient permis à l'époque de redynamiser son chantier égyptien, rappelez-vous. Il faut obtenir préalablement pour faire ça une autorisation du Parlement. Donc il faut mener un gros lobbying auprès des parlementaires avec tout ce que ça suppose de pots de vin et de corruption. La presse elle-même va être payée pour délivrer de fausses informations qui rassureront les épargnants et les investisseurs. Pots de vin versés également à toutes sortes de dignitaires. Bref, on voit à quel point les choses sont en train de déraper et la faillite est prononcée.
Elle va ruiner plus de 85 000 souscripteurs qui ont été trompés par le vote du Parlement et qui, dans cette affaire, pour certains d'entre eux, avaient investi toute leur fortune personnelle. Pour Ferdinand de Lesseps, c'est une honte absolue, c'est une fin de carrière brutale. Lui aussi a beaucoup perdu d'argent dans cette aventure. Il est condamné en 1893 à 5 ans de prison pour escroquerie et abus de confiance. Mais comme il a 88 ans et, disons les choses, comme il est Ferdinand de Lesseps, on va le dispenser de sa peine. Enfin, il n'empêche que les 5 ans de prison, il les a pris quand même. Il va disparaître l'année suivante dans sa propriété de Guilly dans l'Indre. Il n'y a pas grand monde pour faire le voyage et pour assister à ses funérailles, hein. C'est dire si la réputation de Lesseps a été ternie. Son idée initiale de percer l'isthme de Panama pourtant représentait une révolution extraordinaire pour le transport des marchandises, aussi importante que celle de Suez, mais vous savez que ce sont finalement les Américains qui en tireront profit quelques années plus tard, en 1914, après avoir, eux, été jusqu'au bout de cette extraordinaire entreprise du canal de Panama. Vous écoutez Radio Classique.